Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Le projet de loi de simplification de la vie économique adopté le 17 juin à l'Assemblée nationale suscite de vives inquiétudes, et c'est peu de le dire, chez les propriétaires de locaux commerciaux. Plusieurs mesures conduisent d'ailleurs l'avocat Gabriel Neujanicki à écrire, je cite, qu'on tire à boulet rouge sur les bailleurs. Quelles seraient les conséquences du projet de loi de simplification de la vie économique chez les bailleurs ? Comment interpréteront-ils le nouveau message que leur envoie l'Assemblée nationale ? Les réponses de Christophe Noël, délégué général de la FACT, la Fédération des acteurs du commerce dans les territoires. Bonjour Christophe Noël. Bonjour Anne-Sandrine. Pour commencer, je crois qu'il sera intéressant de présenter la FACT. On va laisser les sujets importants, on va les reporter à quelques minutes. Alors la FACT. En quelques mots. Oui. La FACT, c'est l'héritier du Conseil national des centres commerciaux, donc une association qui a déjà un peu plus de 40 ans, oui, et qui avait vocation initialement à réunir toute la famille des acteurs des centres commerciaux. On s'est un peu repositionné à l'occasion de notre changement de nom. On a choisi d'être vraiment les représentants des bailleurs, des investisseurs et des gestionnaires des actifs d'immobilier dédiés au commerce. Oui. Donc, c'est-à-dire, bien sûr, il y a les centres commerciaux, mais il y a, j'ai envie de dire, tous les locaux qui sont susceptibles d'accueillir du commerce. Et évidemment, toutes les entreprises aussi prestataires de services, avocats, architectes, bureaux d'études, cabinets de marketing, qui gravitent dans ce monde de l'immobilier dédié au commerce. Sans faire d'injustice grave, est-ce qu'on peut avoir quelques noms d'adhérents, par exemple, pour que nos auditeurs comprennent bien ? Toutes les grandes foncières cotées qui sont exposées en commerce, bon, évidemment, Unibail, Clépierre, Altarea, mais aussi de plus en plus d'investisseurs régionaux, des investisseurs plus modestes, mais qui sont très actifs sur leur territoire, qui font parfois de la promotion, qui font de la détention, de la gestion. Tous les grands brokers aussi de la place parisienne sont les adhérents de la FACT. La preuve d'un maillage économiquement puissant, au fond. Territorialement, on est extrêmement présent. Le commerce s'est beaucoup développé, et encore d'ailleurs, pour lutter peut-être contre une idée reçue, encore pendant ces 15 dernières années, il y a eu 800 000 créations d'emplois dans le commerce, et ce n'est pas grâce au e-commerce. Oui. Et donc ces emplois, ils se retrouvent sur tous les territoires. On comptabilise, nous, 840 centres commerciaux, 400 retail parks, et puis évidemment, les innombrables bâtiments dédiés au commerce, les rues marchandes et autres. Venons-en au sujet. Le 13 juin, à l'Assemblée nationale, les articles du projet de loi de simplification relatifs aux baux commerciaux, parce qu'on ne parlera ici que de cette question-là, ont été débattus, et on ne peut pas dire que les débats aient été favorables aux bailleurs, puisqu'on a vu aussi les textes adoptés et leur teneur. Quelle analyse faites-vous des débats proprement dits qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale ce jour-là ? Je me garderai bien d'une analyse de plus sur le fonctionnement un petit peu décousu, c'est le moins qu'on puisse dire, de notre Assemblée nationale. Mais ce qui est un petit peu regrettable, c'est qu'il faut peut-être rappeler à vos auditeurs d'où on vient en fait, sur cette histoire du bail commercial, et pourquoi est-ce qu'on retrouve des dispositions dans ce texte relatives à un bail commercial, qui est un outil évidemment pour l'immobilier dédié au commerce, mais plus généralement pour tout l'immobilier tertiaire. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé à ça ? En avril 2023 a été créé, à l'initiative de la ministre du Commerce d'alors, Olivia Grégoire, un Conseil national du commerce, que tous les acteurs ont accueilli vraiment avec enthousiasme, parce qu'on était un petit peu jaloux, entre guillemets, de l'attention que les pouvoirs publics pouvaient conférer, notamment à l'industrie dans notre pays, alors que le commerce, 3 millions d'emplois, des investissements importants, des enjeux territoriaux et d'animation des territoires absolument essentiels, n'avaient pas finalement de représentation vis-à-vis des pouvoirs publics. Donc, dès que cette institution a été créée, il s'est avéré que justement la FACT s'est retrouvée seule représentante des bailleurs en face d'innombrables fédérations de commerçants. Et quand la question des sujets à débattre s'est fait jour, très très vite, les fédérations de commerçants ont dit il faut qu'on rouvre le dossier du bail commercial. Alors, on a accepté de rentrer dans cette discussion, mais à une condition très simple, c'est de rappeler au pouvoir public que, d'abord, il n'était pas nécessairement de sa compétence et de sa légitimité d'aller bouger les curseurs entre des intérêts entre acteurs privés, et d'autre part que, finalement, le bail commercial, qui est très particulier en France. Je rappelle qu'il y a notamment la notion de propriété commerciale qui est relativement unique en Europe, qui est très protectrice du locataire, mais on va dire que ces 70 ans d'histoire du bail commercial n'ont empêché ni les investisseurs et les foncières d'un côté, ni les enseignes de l'autre,
plutôt bien réussir, bien performer, et pour certaines d'entre elles de s'illustrer parmi les leaders européens dans leurs domaines respectifs. Donc on a dit attention, c'est un équilibre éprouvé par la jurisprudence, et il va falloir être extrêmement vigilant à ce que si des concessions doivent être faites par l'une ou l'autre des parties, on trouve des contreparties pour que l'équilibre, les grands équilibres économiques du bail commercial soient préservés. Donc, c'est avec cet esprit-là qu'on s'est engagé dans des discussions qui ont été longues, parfois un peu ardues et fastidieuses, et qui nous a permis quand même, après même que le projet de loi de simplification ait été déposé en avril 2024 par la ministre, de trouver un accord de place qui a été signé très largement par les fédérations de commerçants et du côté des bailleurs, par la FAC bien sûr, mais on a été rejoint par l'UNPI qui a été co-signataire. Qu'est-ce qu'on trouvait dans cet accord de place ? La généralisation de la mensualisation pour alléger les besoins de trésorerie des enseignes. Et puis aussi l'idée qu'effectivement, il fallait plafonner les dépôts de garantie à 3 mois de loyer, mais qu'en revanche, les autres garanties complémentaires pouvaient être maintenues. Et en face de ça, finalement, un des grands mots de l'immobilier en France, c'est que, enfin très certainement du côté des bailleurs, c'est que vous cédez votre propriété commerciale et en fait, il est extrêmement difficile d'obtenir la restitution des locaux, non seulement en fin de bail, mais aussi en cours de bail, quand la principale obligation du locataire qui est de payer son loyer n'est pas respectée, avec des délais de procédure qui sont extrêmement longs, des voies de recours innombrables. Et donc, la question juste... L'équilibre, bon... Voilà. Alors, la question était donc de dire, puisque nous diminuons finalement aussi nos garanties financières en mensualisant les loyers, trouvons des assouplissements, justement, pour réussir à récupérer plus rapidement les locaux ou à éviter l'emballement des dettes locatives. Donc, il y a une contrepartie, et d'ailleurs qu'on va trouver dans le texte actuel, tel qu'il a été voté donc, la semaine passée. Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit qu'en gros, un juge ne pourrait plus octroyer des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire du bail en cas d'impayé que si le débiteur, donc le locataire, peut faire la preuve de sa capacité à honorer sa dette locative d'une part, et s'il a repris le règlement des loyers courants d'autre part. Donc ça, c'est un point positif. Ça, c'est un point positif. Voilà. Et puis alors, on avait une deuxième contrepartie à la mensualisation qui aurait dû être, mais cette fois-ci, malheureusement, on ne la trouve pas dans le texte, qui aurait dû être qu'un administrateur judiciaire ne disposerait plus que d'un délai de 2 mois à compter du prononcé de la liquidation judiciaire d'une entreprise pour restituer les clés au bailleur. Ce qui est essentiel pour le bailleur. C'est absolument essentiel. Ça bloque malheureusement assez fréquemment, et particulièrement pour les bailleurs indépendants et ceux qui ne sont pas forcément très bien structurés, qui n'ont pas forcément les moyens de mettre la pression au quotidien sur l'administrateur pour récupérer leurs locaux. Ça entraîne souvent une vacance structurelle des magasins en plus qui ressemblent souvent à rien parce qu'ils n'ont pas été vidés et qui sont évidemment qui mettent un temps fou à être mis sur le marché et recommercialisés. Ah oui, en fait là, pour aider soi-disant une entreprise, on a oublié qu'en face, il y en avait d'autres. Absolument. Oui. Alors, cet accord de place, l'idée, c'est qu'il puisse être ensuite transcrit dans le projet de loi de simplification. Et c'est là qu'est arrivée la catastrophe. Ouais. Oui. On peut le dire comme ça. Oui, alors justement, quelles sont les mesures les plus choquantes, en tout cas les plus problématiques dans ce texte aux yeux des propriétaires bailleurs ? Alors, il y en a un certain nombre, je vais m'arrêter sur les plus significatives. Je pense que la première, c'est qu'une disposition a été votée interdisant la possibilité de refacturer la taxe foncière à un locataire par un bailleur. Or, c'est évidemment une pratique de marché extrêmement répandue, si ce n'est généralisée. La seconde mesure qui nous préoccupe, c'est le plafonnement des dépôts de garantie, mais de l'ensemble des garanties à 3 mois de loyer. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Et puis, le dernier volet, qui est vraiment une surprise, on ne s'attendait pas du tout à ce que cette disposition soit adoptée, c'est tout un cycle de mesures visant à restreindre encore davantage, si c'est possible, les obtentions d'autorisation d'exploitation commerciale, avec notamment un précédent incroyable qui serait d'assujettir la restauration rapide à des autorisations d'exploitation commerciale sans condition de surface, alors que la restauration n'a jamais fait l'objet de quelques restrictions que ce soit en matière d'autorisation. On va peut-être revenir sur la question de la taxe foncière. Comment vos adhérents réagissent-ils ? Et puis surtout, qu'est-ce qu'on peut craindre à terme ? Est-ce qu'on va craindre par exemple une hausse des loyers ? De facto, il faut bien que l'équilibre se retrouve, je dirais.
Je le dis avec le sourire, mais en fait, c'est extrêmement grave. En fait, ça constituerait un transfert de charge, si on devait considérer que cette mesure est applicable aux baux en cours, absolument considérable. On parle de milliards d'euros, rien que pour l'immobilier dédié au commerce. Mais surtout, là où la réaction excède très largement le périmètre des adhérents de la FACT, c'est que le bail commercial étant utilisé dans toutes les classes d'actifs, à l'exception du résidentiel, en fait, ce transfert de charge viendrait affecter l'ensemble de l'immobilier tertiaire. C'est en termes d'impact sur les valorisations, sur les revenus, sur les engagements financiers, évidemment, des investisseurs. C'est un risque systémique dont on parle, et qui ne se cantonne très certainement pas à l'immobilier de commerce, ni à l'immobilier tertiaire, mais aussi au système de financement. Et puis, je pense évidemment au milieu d'épargnants, d'investisseurs individuels, les porteurs de parts de SCPI. Donc, on parle quand même, là, potentiellement, le montant de la taxe foncière, d'après la DGFiP en France, c'est 10,4 milliards en 2023. Bon, alors là-dessus, on peut imaginer qu'une très large majorité est effectivement refacturée aux locataires. Donc voilà, un tel changement ne serait pas sans avoir des conséquences qui ne m'appartient pas d'identifier, mais enfin, il va de soi que le risque, notamment sur la valorisation, les engagements financiers des investisseurs seraient vraiment très, très délétères. Et laissez-moi poser une question naïve. Au fond, il n'y a pas eu d'étude d'impact ? Non, bien évidemment pas. Parce qu'il s'agit d'un amendement qui a été présenté en commission avant d'être voté avec les voix réunies de LFI d'une part et du Rassemblement national d'autre part, donc à l'initiative de LFI. Et je pense qu'on est vraiment dans l'exemple d'une mesure qui peut paraître à certains élus flatteur pour leurs électeurs. On est dans une forme de simplisme et je crois que très sincèrement, personne ne s'est posé la question de savoir quelles pourraient être les conséquences. En tout cas, pas ceux qui l'ont voté. Oui. Il fut un temps où on avait plus de ronds-points sur les routes un petit peu avant les élections. Maintenant, on a peut-être un jeu sur la taxe foncière. Ça dit quand même quelque chose de la problématique que pose pour les élus locaux. Rappelons qu'il y a aussi les élections municipales qui approchent. L'enjeu quand même de la vitalisation qu'apporte le commerce au territoire, je crois que c'est quelque chose que tout le monde a très bien appréhendé. Et ça devient un enjeu politique. Maintenant... à mon avis, il est complètement vain de croire que ce type de mesure, finalement, favoriserait l'implantation du commerce. Il y a des enjeux de transformation dans notre filière, mais c'est vrai de toutes les filières de l'immobilier tertiaire, aussi bien pour des raisons environnementales, réglementaires, que juste d'adaptation aux nouveaux usages, qui fait qu'il y a des besoins d'investissement qui sont considérables. Mais des enjeux conséquents quand même, avec des sommes à investir qui sont très importantes. Alors évidemment, si tout d'un coup on détourne pas loin de 10 milliards de revenus des investisseurs en immobilier, on va au-devant de graves problèmes. Et après, pour répondre à votre question sur l'évolution prévisible à terme des loyers, il est très vraisemblable que les propriétaires auront pour objectif de récompenser finalement cette perte de la refacturation de la taxe foncière en augmentant les loyers. Mais ça prendra du temps. Passons à un autre article, l'article 24. Maintenant, il a été adopté et il supprime la condition d'être à jour de ces règlements pour bénéficier de la mensualisation des loyers. Alors là, on rentre dans le détail de la mise en œuvre de la mensualisation. On parle plutôt ici d'une affaire de principe, en fait. Je crois que du côté des propriétaires qui ont signé l'accord de place, l'idée que cette mensualisation allait être mise en œuvre et généralisée a été intégrée depuis plus d'un an qu'on a signé cet accord. Et les propriétaires avaient fait un pas important. Absolument. Mais en revanche, là, on touche un peu à une histoire de principe. C'est-à-dire, imaginez qu'on doive accorder ce bénéfice à des gens qui ont des arriérés de loyer, c'est objectivement, intellectuellement choquant. Voilà. Mais cette disposition, elle figure néanmoins dans le texte qui est issu du Sénat, pas dans celui de l'Assemblée nationale. La commission mixte paritaire, qui est vraisemblablement appelée à se réunir à l'automne, aura peut-être le dernier mot sur ça. On peut espérer revenir quand même à une disposition de pur bon sens. Oui. Est-ce qu'on peut maintenant parler du dépôt de garantie avec, si j'ai bien compris, une validation d'un minimum de 3 mois de dépôt de garantie, mais toute garantie confondue, donc avec la garantie à première demande, la caution. Est-ce que cela veut dire aussi ici que certains locataires seront donc exclus de facto de la possibilité d'accéder à certains locaux ? Alors malheureusement, c'est un maximum, je vais pas très un vite minimum. En fait, je sais entre le début de la phrase et la fin. Vous avez dit minimum de 3 mois, mais c'est bien un maximum de 3 mois. Alors, ça, en plus j'ai écrit maximum. On a un sujet d'abord de liberté contractuelle.
est-ce que vraiment c'est le rôle du législateur que de venir encadrer ce type de dispositif ? Et là encore, ça a un peu tout de la fausse bonne idée, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'il y a plein de cas de figure dans lesquels, je vais peut-être prendre 2 ou 3 exemples pour être concret. Vous avez des travaux de restructuration de coques. Ça, c'est un enjeu essentiel, notamment des centres-villes. On sait que les coques sont trop petites, souvent pas adaptées à l'accueil des publics et des concepts finalement que les enseignes pourraient y voir développer. Vous réunissez 2 coques, vous dépensez des centaines de milliers d'euros, vous changez une façade, bref, vous faites des travaux bailleurs structurants. Vous voulez être sûr qu'effectivement, votre locataire il se présente bien à la livraison du local. Vous êtes susceptible là-dessus de demander des garanties supplémentaires. Autre exemple est très fréquent dans la restauration notamment, où les coûts d'investissement, d'équipement sont souvent élevés et où les opérateurs sont encore très souvent des indépendants. Vous avez un besoin de financement à ce moment-là qui est très conséquent et il est très courant qu'un bailleur accompagne un locataire pour financer des travaux. Évidemment, quand vous mettez quelques dizaines, voire centaines de milliers d'euros dans l'équipement d'un magasin, vous souhaitez potentiellement vous assurer que votre locataire, avec toute la bonne foi qui va le caractériser, mais sera aussi incité financièrement par le biais des garanties à demeurer dans les lieux et à honorer ses obligations contractuelles. Dernier exemple, et qui n'est pas tout à fait marginal, l'implantation d'enseignes étrangères qui sont nécessaires à la vitalisation de notre tissu commercial. La France a besoin de s'ouvrir à des enseignes internationales. Et très souvent, quand elles testent le marché, quand elles arrivent, elles n'ont pas encore de personne morale de représentation en France. Et donc là aussi, aller demander des garanties un peu supérieures à 3 mois de loyer, c'est du bon sens. Donc voilà, on va évidemment dans le sens, mais comme très souvent quand on cherche à réguler ou à rigidifier comme ça les pratiques commerciales, finalement plutôt d'une attrition du marché et qui risque, en l'espèce, de priver très souvent des petites enseignes. Il me semble que là-dessus, malheureusement, cet amendement, cette proposition qui a été reprise par le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale et pourtant par des gens plutôt compétents et modérés, elle a été inspirée, je pense, plutôt par des fédérations de grandes enseignes qui, en fait, elles ne vont pas se voir ni évincées du marché, ni en incapacité de financer leurs investissements. Et évidemment, donc, on pourrait même voir de la part de ces fédérations d'enseignes un peu une manœuvre pour finalement prendre encore plus de parts de marché aux indépendants et s'assurer que les enseignes étrangères aient des difficultés à s'établir en France. Donc c'est vraiment une mesure qui est très problématique. Oui, au fond, c'est une certaine vision des espaces commerciaux en France qui se dessine, ou pas ? Alors, on n'en est pas encore là, et puis après, j'espère qu'on trouvera des assouplissements possibles et des nouvelles formes pour continuer à travailler avec les indépendants et les enseignes internationales. Mais c'est assurément, en tout cas, encore un risque d'attrition du marché des locataires d'espaces commerciaux. Oui. Est-ce qu'il y a quand même des points positifs dans ce texte ? Oui, alors j'en ai évoqué un, qui est celui quand même de la... Vous aviez dit 2, je crois. Oui, il y en a quelques-uns. Alors d'abord, on n'a pas évoqué les autorisations d'exploitation commerciale, mais il y aurait beaucoup de choses à en dire. Et pour le coup, il y a une partie du texte qui, de ce côté-là, permet de conforter certaines pratiques, d'étendre aussi des dispositifs expérimentaux qui permettent notamment le transfert de droits commerciaux dans le cadre d'opérations de revitalisation et dans les entrées de ville. Donc ça, il y a une vraie volonté quand même d'assouplir pour permettre la transformation, ça c'est plutôt positif. J'ai évoqué aussi tout à l'heure la question donc, de contraindre le juge en cas d'impayé donc, à s'assurer donc, de la santé financière du débiteur et puis surtout à la reprise du règlement des loyers. Ça, je pense quand même que ça va permettre de raccourcir un certain nombre de procédures et c'est vraiment un enjeu absolument crucial. Puis c'est un signal aussi. Quand même. Mais j'espère qu'on ira plus loin dans le futur sur ce sujet-là. Et puis, une dernière mesure alors, qui, pour le coup, a été élargie dans le cadre du texte issu de l'Assemblée nationale, qui est, alors c'est un peu technique, mais vous savez que quand vous implantez un magasin, vous devez déposer ce qu'on appelle un dossier d'aménagement. Et qu'en théorie, les services de l'urbanisme ont 4 mois pour vous donner une réponse. 4 mois, qui est un délai pendant lequel, normalement, vous ne démarrez pas les travaux. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vient accroître la vacance structurelle. Or, il se trouve que dans les établissements recevant du public, où il y a des bureaux de contrôle qui interviennent, souvent un contrôle externe aussi, des responsables uniques de sécurité. Donc, ces dossiers sont déjà très bien instruits par des gens qui connaissent bien leur métier. Et donc, il a été obtenu qu'on passe d'un régime d'autorisation, avec ce fameux délai de 4 mois, à un régime déclaratif. Ça veut dire que
une fois que le dossier d'aménagement d'un locataire aura été validé à la fois par un bureau de contrôle externe et à la fois par le responsable unique de sécurité ou dans le cas des gares par l'IGSI, vous pourrez effectivement immédiatement lancer le démarrage des travaux. Il n'y aura plus qu'une obligation d'information au service de l'urbanisme. Et après, vraisemblablement, des contrôles a posteriori des commissions de sécurité. Ça c'est vraiment un gain opérationnel assez conséquent. Et alors, l'Assemblée nationale, certains députés, LFI une nouvelle fois, ont dû être agacés de voir la mention centres commerciaux et donc ils l'ont rayée. Donc ça veut dire que potentiellement, ça bénéficierait aussi à d'autres locaux commerciaux, y compris en centre-ville. Mais enfin, il faut quand même être doté d'un système d'extinction automatique des incendies. Somme toute, ce projet de loi de simplification de la vie économique semble extrêmement perturbateur de l'écosystème actuel, en fait, sur les relations entre les bailleurs et le locataire. Comment les propriétaires bailleurs vont-ils réagir, même si c'est difficile de répondre de façon précise, et bien sûr, chacun est maître de son destin, mais selon vous, quelles seraient les conséquences à plus ou moins long terme de ce type de texte ? Alors, d'abord, pour l'instant, il y a beaucoup d'inquiétudes. Oui. Et elle est partagée depuis le petit bailleur, le porteur de parts de SCPI, jusqu'aux dirigeants des plus grandes foncières. Tout le monde s'inquiète. En fait, on est là vraiment devant un exemple de régulation mal maîtrisée par certains parlementaires. Et c'est évidemment très préoccupant parce que ça peut détourner durablement un certain nombre d'investisseurs de l'immobilier tertiaire en général et plus particulièrement de celui dont nous nous occupons à la fac, donc celui dédié au commerce. Or, c'est évidemment pas quelque chose dont notre pays a besoin. Je rappelais aujourd'hui l'importance et l'enjeu politique que représentent ces lieux où, malgré tout, toutes les populations se croisent, où tout le monde est accueilli. On a bien vu d'ailleurs, pendant la phase du Covid, l'importance que les lieux de commerce et de restauration et de loisirs avaient dans la vie, le quotidien et le vivre ensemble de notre pays, qui est pourtant plutôt malmené sur ce sujet-là. Or, il se trouve que le support de ces lieux, ce sont les investissements qui sont consentis par les investisseurs. Faire des beaux lieux, et je trouve que les centres commerciaux en sont une bonne illustration. On a vu vraiment plusieurs générations de types de centres se succéder, le succès phénoménal des retail parks ces 15 dernières années, des centres de mieux en mieux architecturés, à la programmation de plus en plus variée. Tout ça, il n'y a pas de miracle. Ça coûte de l'argent. Vous avez des secteurs qui s'affaiblissent durablement dans le temps, et je pense malheureusement particulièrement au prêt-à-porter. Mais il y en a d'autres qui se renforcent. Il y en a plein qui sont dynamiques. Et encore une fois, je rappelle, 800 000 créations d'emplois ces 15 dernières années dans le commerce. Donc voilà, c'est un élément de vitalité, c'est un élément de développement, c'est un élément même du vivre ensemble, mais il faut beaucoup de capitaux. Et c'est vrai que si j'ai un petit regret, c'est que certaines fédérations de commerçants, sans doute sous la pression d'enseignes qui sont pour certaines objectivement en difficulté, d'autres pas du tout, donc beaucoup plus opportunistes dans leur stratégie, finalement en essayant de mettre une telle pression sur les bailleurs, en fait d'une certaine façon, si une des branches sur lesquelles ils sont assis. La FACT envisage-t-elle de réagir et si oui, comment ? Alors, question un peu plus institutionnelle maintenant. Et c'est la dernière. Alors, non, je vous en prie. La FACT, elle assure plein de missions, mais parmi celles-ci, évidemment, le rôle d'influence, il est important et il est attendu de la part de nos adhérents. On reste malgré tout une petite fédération. Finalement, dans notre malheur sur ce projet de loi de simplification, par la pratique généralisée du bail commercial, le sujet de la taxe foncière en particulier concerne pas simplement les adhérents de la FACT, mais en fait tous les investisseurs, qu'ils soient privés, institutionnels, fonciers cotés, tout le monde se retrouve avec un énorme problème si jamais cette mesure venait à être adoptée. Donc, c'est d'abord sur la construction d'un front commun que nous œuvrons. On sera évidemment mieux entendu et notre parole portera mieux, je l'espère, si on a capacité à faire front et on est déjà passablement organisé sur ce sujet-là. Après, vous savez, les aléas politiques de notre vie en France sont considérables. On ne sait jamais si on est susceptible de se projeter ne serait-ce que quelques semaines ou quelques mois dans le futur. Et donc, on va voir ce qu'il advient de cette commission mixte paritaire. On a dit à un moment qu'elle serait susceptible de siéger dès juillet. Je ne suis pas sûr que ça en prenne le chemin. On verra à la rentrée ce qu'il en est. Il y aura 14 parlementaires qui vont être désignés, dont certains connaissent déjà très bien le texte.
On espère qu'avec l'aide également du gouvernement, qui, je pense, a conscience de certains excès qui ont pu être commis dans ce projet de loi voté à l'Assemblée, seront à nos côtés pour essayer de faire mieux comprendre aux membres de la commission mixte paritaire les enjeux et les conséquences de ce qu'ils décideront ou non de voter pour un texte final. Je vous invite à revenir, alors nous entretenir de la suite de cet événement important pour notre vie juridique et économique. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup, Christophe Noël, de cet entretien passionnant. Et je vous remercie à vous qui nous écoutez de votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.